Mathilde Ménibus. Il est 7h43, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Roger. Croyez-vous que le gouvernement a les moyens véritablement d'empêcher la fermeture de Bridgestone et le licenciement des 863 salariés de l'entreprise? C'est une vraie question. Et ce qui est terrible dans cette fermeture, c'est que c'est la conséquence de décisions antérieures. Et ce qui est terrible, c'est que ceux qui sont responsables de la déroute industrielle du pays viennent verser des larmes de crocodile devant les ouvriers de Bridgestone. Vous pensez à qui? Que ce soit Bruno Le Maire, que ce soit la ministre de l'Industrie, que ce soit même M. Bertrand. Parce que il faut bien comprendre que la délocalisation d'une usine comme celle-là, c'est la conséquence des signatures d'accords de libre-échange depuis 10 ans. Je pensais par exemple, j'ai vu que l'accord avec la Corée du Sud a libéré les importations pneumatiques. Deuxièmement, c'est la signature de tous les accords européens, car le fameux Bridgestone qui a refusé d'investir à Béthune, il a investi 140 millions à Poznan en Pologne, financé par l'Union européenne. Il y a eu 24 millions de subventions de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'argent français. Et puis dernier point, de l'incapacité de la filière à investir dans des pneus différents, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je ne cesse de dire depuis 10 ans, si on continue à signer des accords de libre-échange déloyaux, si on continue à financer l'Union européenne qui finance les délocalisations, faut pas s'étonner après que ça ferme. Oui, mais les États-Unis ont réagi. Excusez-moi, les États-Unis ont réagi. Il y a un pays qui a réagi. Il a taxé les pneus chinois avec des droits de douane, et les importations chinoises se sont effondrées. Oui, mais là, en l'occurrence, Nicolas Dupont-Aignan, on crée les conditions d'un développement industriel dans notre pays, ce que je réclame depuis des années, soit on assistera impuissant avec les mêmes discours que plus personne ne croit. Larmoyant, impuissant, pseudo-reconversion, parce que on continue les causes des fermetures. Donc il faut traiter la cause du problème. Non mais d'accord Nicolas Dupont-Aignan, sauf que quand même vous dénoncez le libre-échange, etc. Déloyal. Je dénonce celui qui est déloyal. Il ne faut pas oublier que c'est Bridgestone, c'est une entreprise étrangère qui à un moment donné est venue s'implanter en France au détriment d'autres régions probablement. Ça prouve aussi que le général de Gaulle avait raison quand il disait que quand on laisse partir les centres de décision à l'étranger, et là c'est pas le cas de Bridgestone qui a toujours été japonaise, mais quand une entreprise française défend plus la France qu'une entreprise étrangère, ce qui prouve bien que c'est toute notre stratégie industrielle. Moi je ne suis pas contre le libre-échange. Je suis contre le libre-échange déloyal. Vous ne voulez pas fermer totalement les frontières. Mais j'ai jamais dit ça. La Chine subventionne par l'État ces entreprises. Le Congrès américain, c'est pas moi, et c'est même pas Trump, le Congrès américain a prouvé qu'un pneu chinois était financé par l'État chinois. C'est-à-dire qu'il n'était pas vendu dans des concurrences, dans un système loyal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un boycott des pneus chinois en France, en Europe? Il faut une taxe à l'importation anti-dumping. Quand un partenaire triche avec les règles du jeu, on a eu ça sur les panneaux solaires. J'ai alerté à l'époque. Les Chinois se sont emparés du marché européen des panneaux solaires et ont ruiné toutes les entreprises européennes. Il n'y avait plus que 2 fabricants. Un Allemand, un Français. Je ne sais même pas où il en est, le Français. Je l'avais visité à Bourgoin-Jallieu. Et ils avaient subventionné pour casser le marché. Ils vendaient les panneaux solaires à perte. On a détruit l'industrie européenne des panneaux solaires. Donc, il y a un moment, je demande pas. Bien sûr que le libre-échange, il faut du libre-échange, il faut de la concurrence. Mais est-ce que vous jouez un match de boxe en donnant des coups en dessous de la ceinture? Est-ce que vous jouez au rugby sans arbitre? Il faut un arbitre, c'est tout ce que je demande. Donc, ce sont des gens faibles qui nous gouvernent depuis des années. Et ils continuent à signer. Pendant le confinement, il y a un accord avec le Vietnam qui a été signé par l'Union européenne. Monsieur Le Maire, il a fait quoi là? Rien. Il a accepté cet accord. Et après, il va venir pleurer dans 10 ans quand il y aura une entreprise qui sera délocalisée parce qu'on a signé de mauvais accords. Mais alors, les 2 ministres qui vont sur place ce matin... Je souhaite qu'ils fassent le maximum, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le gouvernement ne peut rien faire alors. Il peut faire des choses, il peut essayer d'abord que ça coûte cher à Bridgestone. Bon. Deuxièmement, il peut essayer de récupérer l'usine. Troisièmement, il peut essayer de réinvestir sur place une nouvelle entreprise. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne les Français en adultes. Si on n'a pas un vrai plan
comme je l'avais proposé, de Made in France, de produire en France, qui passe à la fois par des mesures protectrices et par des mesures offensives, baisse de charges quand on produit en France, une vraie politique différenciée. Ce qu'on avait proposé, j'avais proposé pendant la présidentielle qu'on divise par 2 l'impôt sur les sociétés quand une entreprise réinvestit son bénéfice sur le territoire français. Dans l'état actuel des choses, vous ne faites pas confiance au gouvernement pour réindustrialiser la France. Alors. Comment lui faire confiance puisqu'il fait d'une main le contraire de ce qu'il annonce de l'autre main. Oui. Et si les gens n'ont plus confiance dans la politique, et si les gens sont, résignés même, désespérés dans notre pays, c'est parce qu'ils voient des pantins, ce que j'appelle des pantins. Voilà, des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent. Et c'est pas possible. Ils essaient quand même, ils ne font pas forcément toujours le contraire, non ? Si, non. Monsieur le maire, par exemple, je suis désolé de le fixer, mais fort, il est malade. Ouais. Il a quand même refusé, en pleine crise sanitaire, de renationaliser l'entreprise Luxfer, qui est la seule entreprise européenne, qui fabrique des bouteilles d'oxygène pour nos hôpitaux. Qui est rentable. Oui. Les ouvriers étaient prêts à la faire redémarrer. Il fallait mettre quelques millions sur la table. Il a refusé par pure idéologie, et on continue à importer des bouteilles d'oxygène hors Union européenne qui coûtent plus cher. Oui. Mais c'est dément. Donc il y a quand même un blocage idéologique qui est une incapacité à concevoir une action de long terme. Je ne dis pas qu'il faut tout nationaliser, je ne dis pas qu'il faut tout bloquer, il faut agir avec finesse. Oui. C'est ce qu'avait fait le général de Gaulle, c'est ce que fait la Corée, c'est ce que fait le Japon, c'est ce que fait l'Allemagne entre nous sous les écrans radars, c'est ce que font les États-Unis, et nous sommes les dindons de la farce. Bon, on laisse trop faire. Les routes nationales françaises sont-elles en voie de privatisation ? On a appris qu'il y avait un décret du mois d'août là, qui autorise les concessionnaires. Cerise sur le gâteau. Attention, ce sont les derniers, les portions, voilà, juste avant les autoroutes. Quoi. Oui, mais c'est à nouveau mettre la main dans l'engrenage. On a tous les rapports du monde, Cour des comptes, Autorité de marché financier, Conseil de la concurrence, qui ont montré le désastre des privatisations d'autoroutes. 27 milliards, vous êtes assis, de bénéfices entre 2007 et 2017 pour des sociétés d'autoroutes, un taux de profit que l'autorité de la concurrence, dans un rapport de 2014, je suis précis parce que bien sûr, on va aller. Autorité de la concurrence 2014 dit que les taux de profit sont abusifs entre 20 et 24%. Tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent savent qu'un taux de profit de 20 et 24%, c'est quand même pas mal sur un monopole privé. Eh bien, tout a été dit sur le scandale et l'État. J'allais dire, là je vais... Vendu ou quoi ? Je pose la question, vendu ou non ? Débile ou vendu ? Non mais je suis violent. Débile ou vendu ? Est en train maintenant, à la demande des sociétés d'autoroutes, à la demande des sociétés d'autoroutes, de 2018, j'ai étudié le dossier ce week-end, j'ai regardé. 2018, les sociétés d'autoroutes, c'est-à-dire le lobby de gens qui s'engraissent au détriment des Français et de l'État, demandent d'avoir la portion des routes nationales. 2019, on fait un... pour les entretenir, parce qu'il y a quand même un manque d'entretien aussi. Mais il faut savoir, parce qu'à un moment donné... On peut peut-être l'entretenir nous-mêmes, ça nous coûtera 2 fois moins cher. Parce que je veux bien... Alors, le rapport de 2019, c'est très intéressant, qui consiste à dire, ça va coûter 1 milliard, il y a 40% des portions qui sont en mauvais état. C'est vrai. C'est vrai. Et puis l'argent... Mais ça va nous coûter 2 fois plus cher. Pour le désendettement quand même de l'État aussi. Oui, mais justement, j'ai pas envie de confier à des escrocs, c'est-à-dire des gens qui prennent des bénéfices, mais c'est pas de leur faute, c'est pas leur faute à eux, c'est la faute au service de l'État, qui privatise des biens publics, qui donne une rente à des entreprises privées, au détriment de la collectivité. Ce sera bien plus économique de les entretenir nous-mêmes et de ne pas remettre le doigt dans l'engrenage, parce qu'après on est parti pour 25 ans. Et donc je mets en garde là vraiment les Français, il faut à tout prix, il y a eu un rapport du Sénat tout récent, reprendre possession de nos autoroutes. Je l'ai proposé 20 fois. Ça nous coûtera beaucoup moins cher à terme. Ça sera amorti en 5 ans. Et je peux vous dire qu'après, on fera ce qu'on veut des péages. Soit on les baissera, soit on les utilisera pour rénover nos routes. On verra, mais c'est à la puissance publique de gérer les biens publics. En tout cas... C'est fondamental. Et Emmanuel Macron, dans cette affaire, et les gouvernements qui l'ont précédé, sont extrêmement coupables. En tout cas, ce qui est dit pour l'instant, c'est une régularisation de pratiques déjà existantes. Bien sûr. Passons maintenant, Nicolas Dupont-Aignan, passons maintenant au Covid. Comment voulez-vous 75. S'il vous plaît, vous allez m'écouter un peu, effectivement, parce que je voulais
laisse parler, mais enfin, il faut quand même que vous répondiez en fait aux questions. 75 députés de La République En Marche lancent un appel à se faire vacciner massivement contre la grippe pour éviter une cohabitation avec le Covid-19. Est-ce que vous appelez, vous, un maximum de Français à se faire vacciner contre la grippe? Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En revanche, je préférais que les députés En Marche se soucient des tests en France. J'ai alerté le 16 juillet dans une vidéo que vous pouvez retrouver, ou le 17 juillet, devant un laboratoire parce que je devenais fou pour faire des tests pour un enfant, enfin pour un de mes enfants, enfin qui a 20 ans donc. Et j'avais déjà perçu le fait que rien n'était mis en place par l'État, quand même 5 mois après la crise sanitaire, pour organiser une filière de tests intelligente en France. Bon, en réalité, on arrive à l'automne où on attend 8 jours les résultats, ce qui fait quand même... Je ne sais pas si vous voyez dans quel pays de nul on est. Parce que là, j'appelle ça de l'incompétence. Parce qu'on n'est pas 1 mois après on est 6 mois après le Covid. On est dans un pays où les gens ont leurs résultats quand ils ne sont plus contagieux. Et on est dans un pays où on a les résultats quand on ne peut plus soigner la personne et que le virus est tombé sur le poumon. Parce que vous savez qu'il faut soigner dès le départ. Ce que dit le professeur Raoult ou d'autres. Que même si on ne prend pas le traitement de Raoult, c'est-à-dire pas le Plaquenil, si on prend les corticoïdes, pardon, il faut soigner au premier jour. Donc ça veut dire, qu'on fait 1 million de tests par semaine, qu'on jette par la fenêtre, puisque ça ne permet pas de prévenir et donc d'éviter la propagation de l'épidémie. Ce que vous dites, c'est que la France n'est pas encore organisée s'il y avait une deuxième vague, alors. Mais on n'est pas prêt. Mais c'est qu'on soit pas organisé 1 mois après le début du Covid. J'ai suffisamment critiqué alors qu'on aurait pu l'être. Mais ça dépendait de ce qu'on avait fait avant. Et c'était la responsabilité de Madame Buzyn et de Madame Touraine qu'on laissait filer les masques. Mais on a eu le scandale des masques, maintenant on a le scandale des tests. Et on a une réunion mardi, demain, avec le Premier ministre. Moi, je poserai à nouveau des questions. J'espère que j'aurai des réponses. Si j'en doute, mais je vais quand même poser la question. J'aimerais qu'on me passe les commandes qui ont été faites au laboratoire. Est-ce que dès mars, on a demandé au laboratoire d'investir dans des machines? Est-ce que dès mars, on a fait un plan de recrutement des laboratoires? Est-ce qu'on a laissé les laboratoires en freelance, comme ça, laissant aller? Ou est-ce qu'on a eu un vrai plan? L'affaire des tests, elle est fondamentale si on veut éviter un confinement. Un mot de politique, Nicolas Dupont-Aignan, parce que le temps file. Vous allez tenir votre meeting de rentrée le week-end prochain à Paris, au Cercle d'Hiver. Avec les conditions sanitaires, un siège sur 2, température à l'entrée, masque et compagnie. C'est bien ça ou pas? Oui, non, c'est bien. Qu'est-ce que... impératif. Quel va être votre appel en cette rentrée? Une union des droites que vous souhaitez toujours ou pas? Pas une union des droites en soi, une union des amoureux de la France, c'est-à-dire des gens qui sont capables de bâtir une alternative concrète, sérieuse à Emmanuel Macron, car, le basculement politique que, je pense, des millions de Français attendent, ne dépend pas d'une opposition. Vous pouvez avoir la meilleure opposition de la Terre, ça ne convainc pas les gens, parce que l'opposition, chacun est capable de la faire. Le basculement politique réussira en 2022 s'il y a une alternative crédible. Et c'est cette alternative crédible que je veux construire qui passe par 2 choses. Un projet sérieux, parce que les gens ne lâcheront pas Macron si c'est pour partir à l'aventure, on l'a vu en 2017. Donc avec Marine Le Pen, c'est ça l'aventure, ça peut être Marine Le Pen? En tout cas, pas sérieux si pour ça vous continue comme avant, si c'est pour recommencer 2017, et je ne suis pas suspect d'être un... Donc pas avec Marine Le Pen, je ne suis pas suspect d'être un anti-Le Pen, je suis le seul à l'avoir soutenu contre Macron. Oui, mais en 2022, vous dites que ce n'est pas forcément le bon choix. Je dis que ce n'est pas à Emmanuel Macron de choisir son adversaire. Et je pense que si on veut gagner, il faut une alternative avec un projet sérieux et il faut l'union. C'est pas Madame Le Pen seule qui peut gagner en se disant j'y arriverai à l'usure. Non, il faut une union de tous ceux qui vont des républicains qui ne passeront pas chez Macron. La plupart des dirigeants vont aller le soutenir, vous verrez à la fin, comme Estrosi. Mais il y en a quand même des biens qui vont pas le soutenir. À Debout la France, à d'autres gens qui ne sont pas politisés, à des gens même qui viennent des patriotes de gauche, il y en a, et puis à ceux du Rassemblement national qui veulent travailler. Et la droite des Républicains aussi, alors? Mais bien sûr, un Retailleau, un Ciotti, je ne les vois pas soutenir Emmanuel Macron comme Estrosi et tous les autres qui vont le faire. Vous appelez Retailleau, Ciotti et d'autres. J'aimerais qu'on mette de côté, j'aimerais vraiment qu'on mette de côté la question des appareils, pour qu'on se fixe sur un programme de salut public, ce que j'appelle, on va à l'essentiel. Rétablir l'ordre, produire en France, organiser des référendums
pour que les Français maîtrisent à nouveau leur destin. Ouais. Voilà l'enjeu. Allez, question avec Cécile de Ménébus. Mais il nous reste peu de temps. Oui, Je parlais 20 mois, je parlais pas du temps de l'émission. Je vais élargir votre casting justement, puisqu'Édouard Philippe est en train d'écrire un livre sur la philosophie politique qui sera diffusé, enfin qui sera à sortir en 2021. Le sujet, l'art de gouverner. Est-ce qu'il serait présidentiable? Est-ce qu'il serait providentiel pour la droite justement? Pas pour la droite, pourquoi pas? Pour En Marche peut-être, pour remplacer Macron, mais ça c'est leur problème. Il n'est plus de droite? Mais c'est pas la question de droite ou de gauche, c'est la question, est-ce qu'on fait un programme qui défend la France ou est-ce qu'on continue la politique menée depuis 20 ans? Édouard Philippe est le pur produit du système, le pur produit de ce qui a été fait de mal depuis 20 ans. Il dit qu'il est le préféré des plus haïs. Oui, mais ça veut rien dire. Tout ça, ce sont des phrases de com pour des gens qui sont responsables des licenciements à Bridgestone, qui ont été incapables de maîtriser la crise sanitaire, qui ont été incapables de rétablir l'ordre. Donc, moi, si Édouard Philippe veut se bagarrer avec Nicolas Sarkozy, avec Emmanuel Macron, mais ce sont tous les mêmes. Ils gouvernent ensemble depuis 20 ans. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'offrir justement une autre voie. Et on la connaît, l'autre voie. On sait ce qu'il faut faire. Simplement, il faut unir tous ces gens qui ont des réflexes égocentriques. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.